Yves de Frémont est employé dans une maison de retraite dans la région de Nantes. Il est libre, pourtant il est accusé d'avoir tué la femme qu'il aimait. Pour lui, il s'agit d'un accident. L'accident? Ah oui, j'y pense tous les jours. Hein. Ouais. Tous les jours au réveil, de toute façon, ça revient. Hein. Ah ouais. Aude est morte écrasée sous une voiture, poussée par un tracteur. Au volant de ce tracteur, Yves, qui se bat avec un autre homme, l'ex-compagnon d'Aude. Il m'a attrapé le pied, et puis là, il me tirait. Une femme, 2 hommes et une bagarre qui tourne au drame. Tout avait pourtant commencé par une histoire d'amour. Séparé de sa première femme, Yves éduque seul son fils avec lequel il partage une passion pour le cheval. Un jour, un ami lui présente Aude, une Nantaise de 40 ans, elle aussi passionnée de cheval. Aude envisage d'acheter un poulain et cherche un endroit pour le mettre en pension. Yves a des champs. Dès qu'il la voit, il tombe sous le charme. Elle était très jolie, elle avait les grands cheveux, elle avait les yeux bleus, je sais pas, j'ai craqué pour elle. Mais moi, je m'étais dit, jamais je pourrais la charmer. Je ne me sentais pas à la hauteur de pouvoir la fréquenter. Pourtant, l'attirance est réciproque. Aude est séparée, elle aussi, elle a un fils de 12 ans. 1 mois après sa rencontre avec Yves, Aude est enceinte. Le couple projette de se marier. Elle lui présente ses parents. Ça a été loin, puisqu'on cherchait comme un endroit aussi où ils pouvaient se marier. On avait arrêté la robe de mariée. Vous voyez, il y avait quand même des points qui avaient quand même été loin. Aude s'installe dans la maison d'Yves. Le couple est heureux. Ils partent en vacances, mais très vite, des tensions apparaissent. J'ai passé 15 jours de vacances avec elle, mais un jour, elle se levait, tout allait bien. Le lendemain, elle était stressée, elle n'était pas bien dans sa peau. Pour Aude et ses parents, c'est Yves qui pose problème. Même pour le mariage, il s'occupait de rien. Il attendait que ça vienne, quoi, vous voyez. Déjà, le mariage posait des problèmes. Tout était très vaseux. Aude annonce à Yves qu'elle a perdu l'enfant. Le couple est au bord de la rupture. Elle le fuyait, en fait. Elle cherchait à faire en sorte de ne plus le rencontrer. C'est à ce point-là, à la fin. 2 mois après le début de leur liaison, Aude décide de quitter Yves. Elle retourne chez son ex-compagnon, le père de son fils. Mais Aude a laissé son cheval chez Yves. Au bout de quelques semaines, il lui réclame des frais de pension, 1 000 €. Je n'allais pas abriter son cheval pendant des mois et des mois sans avoir quelque chose. À ce moment-là, il lui a dit, écoute, tu reprends ton cheval, mais tu me verses une pension depuis le premier jour où il est venu. Finalement, elle a été tuée pour 1 000 €. Le père d'Yves soutient son fils depuis le début. Pour lui, c'est sa gentillesse qu'il a perdue. S'il n'y avait pas eu l'histoire de la pension d'un cheval, et puis pour rendre service, rien ne serait arrivé. Car c'est en venant chercher son cheval qu'Aude va perdre la vie. Tribunal de Nantes. Yves de Frémont comparaît devant la cour d'assises. Selon le code pénal, il risque 20 ans de prison. Dans la salle des pas perdus, Yves croise les parents d'Aude. Ils ne se sont pas revus depuis 4 ans. C'est une famille que j'ai beaucoup aimée. Et oui, on est en désaccord aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est très triste parce que derrière ça, il y a une personne qui est décédée. La cour commence par évoquer la personnalité d'Yves. Amis, voisins et employeurs viennent témoigner à la barre. Ils décrivent un homme gentil, discret, travailleur. Tout le contraire d'un meurtrier. À la sortie de l'audience, le père d'Aude nuance un peu ce portrait flatteur. Pour nous, il était gentil, comprenez ? Et on ne comprenait pas notre fille au début, qui ne voulait plus le voir même. Et c'est après qu'on a fini par comprendre, mais plus tard. Cécile, la sœur d'Yves, est venue le soutenir. Cette première matinée l'a rassuré.
on comprend pas ce qu'on fait là, hein, mais d'un autre côté, bon, ben, écoute, c'est au mieux, c'est toi qui as été présenté, c'est toi. Hein, tout le monde est d'accord sur tous les points, que ce soit employeur, copain, amis, famille, tout le monde, tais-toi, c'est-à-dire un non-violent. À l'inverse, Yves accuse l'ex-compagnon d'Aude d'être un homme brutal et agressif. Elle m'a raconté qu'un jour, ils étaient ensemble à Paris et ils marchaient main dans la main. Ils s'étaient croisés avec 3 hommes et comme ils avaient regardé Aude un peu trop, donc monsieur leur avait demandé ce qu'ils regardaient et il était venu aux mains tout de suite. Donc il avait cassé la figure. 3 contre 1, ça n'avait pas dérangé. Les 3 personnes se sont retrouvées à l'hôpital. C'est cet homme qui, selon Yves de Frémont, serait responsable de la mort d'Aude. Bien, l'audience est reprise, veuillez vous asseoir. À la barre, Yves est invité à donner sa version des faits. Ce jour-là, le 23 octobre 2004, il participait au Téléthon dans son village. Son fils le rejoint pour lui dire qu'il a aperçu la voiture d'Aude sur la route, mais qu'elle n'est pas seule. Il me dit, je viens de voir Aude avec son fils et un autre monsieur. Et à la sortie du bourg, j'ai rencontré Aude, enfin la voiture. Je regarde au volant, il y avait monsieur. En voyant le compagnon d'Aude, Yves pense qu'il est en danger. Et quand il réalise qu'elle possède toujours un double des clés de son domicile, il rentre chez lui. Dans sa cour, le voisin a garé son tracteur. Yves prend le volant pour s'enfuir, mais il est trop tard. La voiture, elle est arrivée très vite et elle s'est arrêtée plus ou moins devant le tracteur. On voit un homme très costaud arriver et puis on se dit, on va recevoir une raclée, une raclée où moi je ne supporte pas la violence et puis quand c'est comme ça, je cours. Selon Yves, le compagnon d'Aude sort du véhicule et le menace. Paniqué, Yves décide alors de s'enfuir. Il passe une vitesse, le tracteur avance vers la voiture. Le compagnon d'Aude serait alors monté dans la cabine pour agresser Yves et le rouer de coups. Il m'a attrapé le pied et puis là il me tirait. J'ai dit mais c'est pas possible. Alors là j'étais accroché au volant et là je suis parti accroché au volant et puis je lui ai dit il va me descendre. Vu le poids qu'il fait lui, il va me sortir du tracteur. Pendant la bagarre, le tracteur continue d'avancer et percute la voiture dans laquelle sont restés Aude et son fils. La voiture tombe dans le fossé. Yves aurait alors tenté de faire marche arrière tout en évitant les coups de son agresseur. C'est alors que la voiture se renverse sur le toit. Là j'ai reculé, j'ai vu l'enfant qui était à côté de la voiture et puis j'ai repris l'axe de la route et je suis parti direction, quand j'ai vu la voiture retourner, je me suis dit c'est pas possible, je n'avais pas vu Aude, je me suis dit c'est pas possible, on peut pas... il faut prévenir les pompiers. Mais Aude, sortie de la voiture pour essayer de libérer son fils assis à l'arrière, se fait écraser par le véhicule. Elle meurt étouffée. Que si elle n'avait pas essayé de sauver son fils, eh bien, elle sera encore là à l'heure actuelle. À la barre, le témoignage d'Yves ne convainc pas la cour. Et quand il explique que rien ne serait arrivé s'il n'avait pas été agressé par le compagnon d'Aude, le président lui coupe la parole et lui rappelle que c'est lui qui est accusé. Vous savez ce qui me révolte? Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, j'étais pas là. C'est que jamais on vous a permis d'exprimer votre version. Et ça, c'est inacceptable. C'est plus que confus, hein. Vous avez vu. Si c'est pour lui, tout ce qu'il raconte, ça ne tient pas debout. Enfin, il se contredit continuellement. Alors, je sais pas, il est mal parti, quoi. Ensuite, c'est au tour du compagnon d'Aude de témoigner. Il raconte
une toute autre version de l'affaire. Selon lui, il serait venu chez Yves pour voir le cheval. Et c'est Yves qui se serait montré agressif et menaçant. Il aurait avancé vers la voiture avec le tracteur. Le compagnon d'Aude serait alors monté dans la cabine pour maîtriser Yves. Mais celui-ci l'aurait éjecté en lui donnant un coup de pelle. Le tracteur aurait alors percuté une deuxième fois la voiture qui se serait retournée sur le toit. Pour Yves et sa famille, ce témoignage ne correspond pas à la réalité. Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit? Ah non, je suis pas d'accord. Non, il y a des choses à approfondir. Monsieur Bouche qui affirme qu'il est monté sur le tracteur après que la voiture soit retournée. Ça, c'est pas acceptable. J'ai appris que mon fils était un menteur, qui était violent, il s'était trompé sur le personnage, quoi, en gros. Bah oui, on me traite de menteur, donc alors que je prouve que j'ai cherché à fuir. Donc voilà, c'est un accident et les circonstances ont fait qu'il y a eu un drame. Et les drames, c'est qui c'est qui a fait les circonstances? C'est Monsieur Dusson. Moi, je continue à dire que Monsieur Dusson est responsable de ce drame. Qui a agressé l'autre, Yves ou l'ex-compagnon d'Aude? Qui est responsable de ce drame? Yves aurait-il pu arrêter le tracteur? C'est à ces questions que les jurés vont devoir répondre. À la fin de la première journée, les débats n'ont pas tourné à l'avantage d'Yves de Frémont. Depuis 4 ans, il tient un journal et il ne vit que dans l'espoir de prouver son innocence. C'est très important de pouvoir se rappeler de beaucoup de choses et puis de pouvoir l'avoir écrit. Ouais, ça compte énormément pour moi. Je pense que si je ne l'écrivais pas, je pense que ça tournerait toujours dans ma tête. Et puis, je pense que je partirais dans une dépression et puis je ne pourrais pas m'en remettre. J'ai fait des montages avec des maquettes pour faire montrer comment ça s'était passé. J'ai passé énormément de temps. Des amis ont même réalisé pour lui une reconstitution grandeur nature. À ce moment-là, monsieur il passe entre le godet et la voiture. Il vient, j'essaye de manœuvrer. Il monte dans le tracteur. Il essaye de m'attraper le cou. Et comme je me défends avec le pied, il m'attrape le pied. Et là, le tracteur avance. Il pousse la voiture. Elle est dans le fossé. Je recule. Et la voiture bascule sur le toit et le godet est posé dessus. Yves compte beaucoup sur ce document pour prouver que sa version est plausible. « 24 septembre 2009, c'est le deuxième jour du procès. Une journée qui s'annonce déterminante pour les deux parties. Ce matin, la Cour va examiner la vidéo d'Yves de Frémont. Son avocate a décidé de montrer un extrait pour prouver par l'image que l'accident s'est bien produit comme l'affirme son client. Nous avons pu démontrer par l'image qu'il se trompait. Et donc, c'est une hypothèse qu'il n'avait pas envisagée. Or, depuis le départ, c'est l'hypothèse de M. de Frémont. C'est la version de M. de Frémont. Mais l'avocat de l'ex-compagnon d'Aude contre-attaque en mettant en cause la fiabilité de la vidéo. C'était un montage, ce DVD, c'est-à-dire que les scènes qui étaient les plus ennuyeuses avaient été enlevées du DVD et que ce DVD avait été tourné, je crois, en 2006. Ça, c'est une vidéo sans coupure. Donc, pour eux, si on ne montrait pas la fin, c'est qu'on voulait cacher quelque chose. Qui dit vrai? Ce qui est sûr, c'est que cette vidéo a irrité la Cour. Cet après-midi, tout le monde attend le témoignage du médecin légiste. Il explique qu'Aude, écrasée par la voiture, a agonisé pendant 3 minutes avant de mourir. Quand on vous téléphone en vous disant « il faut rentrer, votre fille est décédée », on a de la peine d'abord à réaliser. Je dis pour elle, c'était une mort atroce. Parce qu'elle a réalisé certainement que, avant de tomber dans le coma, comme nous ont expliqué les médecins, elle a réalisé tout ce qu'elle perdait, tout ce qu'elle... Enfin, c'est son fils. Son fils était vraiment l'amour de sa vie. C'est justement le fils d'Aude, aujourd'hui âgé de 16 ans, qui est appelé à témoigner. Devant la cour, il raconte comment il a vu mourir sa mère sans comprendre pourquoi Yves a pris la fuite.
Et quand vous lisez dans les rapports où on vous dit s'il avait retourné avec son tracteur tout de suite la voiture, elle aurait pu être sauvée. Il y avait 3-4 minutes pour la sauver. Vous savez, c'est ce qui me fait le plus de mal, de dire qu'on aurait pu la sauver. Et quand le procureur m'a dit en 3 minutes, vous aviez eu largement le temps de rentrer dans le champ avec votre tracteur et puis prendre le godet et soulever la voiture. Ben, je dis, excusez-moi monsieur, mais il fallait le savoir. Il faut le savoir qu'il y avait quelqu'un sous la voiture. Pendant une suspension d'audience, la sœur d'Yves essaye de le déculpabiliser. Parce que c'est qui a vu Aude sous la voiture et qui t'a attaqué au lieu de défendre sa femme. C'est lui qui est responsable de la mort de Pachette. C'est lui. Il aurait fait stop. Attends, j'ai prouvé qu'il était monté dans le tracteur. Ah non, oui, le procureur, non. Voilà. Ah ouais. Et lui, il avait rien pour masquer sa fille, de toute façon. Au soir de cette deuxième journée, Yves de Frémont est pessimiste. L'avocat général, il continue à affirmer que c'est un homicide. Je ne comprends pas. On a prouvé que M. Youf était monté dans le tracteur. On a prouvé comment avait eu lieu le basculement de la voiture. Et il affirme que comme on l'a pas démontré avec une vidéo complète, qu'il y a automatiquement fabulation, invention. C'est pas ça. Troisième et dernier jour du procès. L'avocat général va requérir une peine contre l'accusé. Il est sévère. Selon lui, Yves de Frémont n'a cessé de se dédouaner, rejetant sans cesse la responsabilité sur le compagnon d'Aude. Il demande 8 ans de réclusion criminelle contre Yves de Frémont. Mais là, on est dans le cas de quelqu'un qui véritablement, dont je considère qu'il est véritablement de mauvaise foi, que j'ai considéré que les faits qui étaient reprochés à M. de Frémont étaient constitués, c'est-à-dire des violences exercées volontairement avec son tracteur, dont l'issue a été la mort de la victime, et puis évidemment des traumatismes majeurs pour l'enfant et pour son père. Pour Yves et sa famille, c'est l'incompréhension. C'est très dur. Il a travaillé. Il n'a aucune preuve. Les parents d'Aude sont mécontents eux aussi du réquisitoire. Ils ne comprennent pas pourquoi Yves est jugé pour violence ayant entraîné la mort et non pas pour meurtre. Donc c'est là qu'il faut que vous fassiez parfaitement la différence juridique qui est importante, d'accord, entre un meurtre et des violences ayant entraîné la mort. Je sais que c'est intellectuellement pas simple, Non, c'est pas ça. émotionnellement pas simple aussi, mais c'est la réalité juridique de ce dossier aussi. D'accord. Ok, quand on est en prison, ça doit être comme un an 8 années. Oui, de toute façon. Ouais. Ça reste très long. Ouais. On va voir la défense. Oui, d'accord. On y va. C'est maintenant au tour de l'avocate d'Yves de plaider. Elle s'adresse directement au juré. La parole de mon client n'a jamais été entendue pendant ce procès, dit-elle. Mais quand il s'agit d'envoyer quelqu'un en prison, le doute n'est pas permis. Elle termine en disant « Mesdames et messieurs les jurés, si vous n'êtes pas sûrs de sa culpabilité, acquittez-le ». Une plaidoirie convaincante qui sème le doute parmi l'auditoire. Moi, je serais juré, je serais déstabilisé, vous voyez ce que je veux dire? Très déstabilisé. Trop déstabilisé pour prendre une décision. Mais c'est pour ça que c'est pas vous le juré, monsieur. Non, mais, oui, mais je me mets à la place du juré. Oui, mais vous êtes trop impliqué. Exactement. Les débats sont maintenant terminés, les jurés se retirent pour délibérer. Vont-ils suivre les réquisitions de l'avocat général? Le verdict va être rendu. Les jurés déclarent Yves de Frémont coupable de la mort d'Aude. Ils le condamnent à 8 années de réclusion criminelle. Vous voulez dire quelque chose, là? Yves part le soir même en prison. Vous n'avez pas besoin d'emmener en détention. Confiez ça à votre famille. La famille d'Aude est satisfaite par ce verdict. Le verdict est tombé, c'est bien triste pour lui et sa famille. Oui, ça fait pitié pour eux. Mais vous le revivez comment, ce verdict? Pour nous, oui, on estime que 8 ans,
c'est bien, quoi. C'est pas moins que ce qui a été proposé. Donc, c'est bien. Le père d'Yves, lui, ne comprend pas la décision de la justice. Votre réaction, en fait? Eh bien, qu'on peut agresser les gens et on en sera impuni. Et c'est l'agressé qui est envoyé en prison. C'est tout ce que j'ai à dire. On n'a pas le droit de discuter des décisions de justice, en principe. Mais maintenant, je crois qu'on est dans un pays démocratique et on a le droit de dire ce qu'on pense. Pendant la détention d'Yves, c'est sa sœur, Cécile, qui va s'occuper de son fils, Guénolé, 14 ans. Guénolé n'a plus de maman, elle est hospitalisée. Ah oui, Guénolé n'a plus de maison depuis 4 ans. Et Guénolé vient de perdre son papa pour 8 ans, suite à des mensonges. Donc je vais faire 2 heures de route, je vais essayer de ne pas me monter en voiture, et je vais le serrer dans mes bras. Très fort, très fort. Yves de Frémont a fait appel. Il sera jugé à nouveau dans 1 an. Jean-Pierre Trébert est le fugitif le plus recherché de France. Aujourd'hui, c'est son 48e jour de cavale. Accusé d'avoir assassiné Katia L'Herbier et Géraldine Giraud, la fille de l'acteur Roland Giraud en 2004, Jean-Pierre Trébert s'est évadé de la prison d'Auxerre le 8 septembre dernier. Depuis, il a été repéré dans ce village, Bréau, à 50 km de Paris. Il a été filmé à plusieurs reprises par des caméras de vidéosurveillance. Jean-Pierre Trébert est-il toujours dans ce village? Où se cache-t-il? Dans la forêt? Dans une grange? Ou dans une de ses maisons? À Bréau, les rues sont désertes. Seule une camionnette de gendarmerie pourrait rappeler que le village est sous surveillance. En apparence, ici, tout est calme. Les villageois n'ont pas changé leurs habitudes. Le seul endroit animé, le café, au centre du village. Ça va, Dédé? Forme? Tu prends pas les poissons aujourd'hui? Dans ce village de 350 habitants, presque tout le monde connaît Jean-Pierre Trébert. Puis n'importe quel qui est ici, il a bu un coup avec. Boule de neige, il y était aussi. Jean-Pierre, pareil, et puis tout le monde a bu un coup avec. Connu ici, là. Germain-les-Bois, où c'est que j'ai habité pendant 25 ans. Et c'est quelqu'un qui est comment? Très bien. Très très bien. Ça n'a jamais été un voyou, ça n'a jamais été qu'on nous, on l'a connu. Non, non. Alors, on peut pas dire de mal de lui, de toute façon. Nous, on a été honnêtes avec lui, lui, honnête avec nous. Jean-Pierre Trébert, il habitait dans le village en 5 et 10 ans, je crois. Après, il a travaillé sur une propriété pas très loin d'ici, donc il est ancré dans le village. Le maire du village, je le connais, sa fille était à l'école avec sa fille et lui. Donc il est connu, c'est pas l'enfant du pays, il est pas né ici, il est arrivé, mais il est quand même connu. Ici, on pense que le fugitif peut trouver du soutien parmi les habitants du village. Personne dénonce. Et puis, de toute façon, il y en a quelqu'un qui donne à manger, évidemment. Il y a quelqu'un? N'importe qui, moi, il a besoin d'un quart de côte, je vais lui donner. S'il vous demande à manger, s'il me demande à manger, je lui donne un bout de pain, oui. Pour héberger, si, moi j'héberge, j'ai ma cabane, là-bas, il y a quand même ma cabane. Il y a le chauffage, il y a tout, il peut y aller. Mais vous auriez pas peur d'être complice, du coup? Complice de quoi? J'ai laissé la porte ouverte. Le maire, lui aussi, connaît bien Jean-Pierre Trébert. Ah oui, non, lui donner à boire et à manger, oui, je lui donnerai à boire et à manger, bien sûr. Mais je le protégerai pas. Je veux dire d'abord, il rentrera pas à la mairie, mais s'il rentrait à la mairie en disant j'ai faim, on lui donnerait quelque chose. Seulement, ça serait très clair. Il faut qu'il sache qu'il est là, et que s'il est là, moi je vais appeler les gendarmes. C'est très clair. J'ai aucun état d'âme là-dessus. Quand Jean-Pierre Trébert s'est évadé, un détail a attiré l'attention de monsieur le maire. Jean-Pierre Trébert, c'est un chasseur, c'est un garde-chasse. C'est donc quelqu'un qui connaît, 1, bien la nature, 2, il sait parfaitement l'observer, 3, il s'est échappé avec beaucoup de sel. Moi, ça m'a interpellé, quoi, qu'un détenu s'échappe d'une maison d'arrêt avec du sel. Du sel? Oui, du sel. Moi, ça m'interpelle.
Parce que je ne voyais pas trop à quoi ça pouvait servir. Et en discutant avec des chasseurs, ils m'ont dit, mais avec du sel, tu attrapes du gibier. Donc il a quelque part prémédité son coup. Bon, ça, c'est pas une nouvelle, on le savait. Mais ça veut dire qu'il est capable de poser des collets, d'attraper des lapins. Il va trouver du bois sans aucun problème, du bois mort pour les faire cuire. À partir de là, il peut survivre pendant des mois. Il peut survivre des mois. Est-il vraiment possible de survivre dans la forêt? Et pendant combien de temps? Pour le savoir, Émilie, journaliste à Lyon Républicaine, nous emmène voir un homme qui vit dans la forêt de Bonbon depuis plus de 30 ans. Serge connaît très bien Jean-Pierre Trébert. Les deux hommes ont souvent chassé ensemble. Regardez. Impeccable. Avec le chien et tout. Comme promis. Ah oui? Ouais. Impeccable. Une vraie star. Bah ouais. La star, elle est là, dans la nature. La star, elle est dans la nature. Ouais, c'est vrai. Et dans la nature, selon lui, il est très difficile de survivre seul. Impossible. Impossible que quoi? De survivre. Là, pas aujourd'hui, mais hier, le thermomètre est là, il y avait -4. Moi, dans la caravane, c'est pas parce que c'est ouvert, c'est tout à fait normal que c'est ouvert, il y avait -4, je suis obligé de mettre le chauffage. Il faut manger, il faut se nourrir, il fait froid. 24 heures sur 24, c'est pas possible. Donc quand on parle de soutien logistique et tout ça, je pense que oui, c'est le vrai soutien qu'il a. Les gens, peut-être qu'ils l'accueillent, parce qu'il a aussi de vrais amis ici en Seine-et-Marne. Et les gens se rappellent de lui comme le collègue de chasse et l'ami avec lequel on partageait un verre au bistrot. Il y a aussi ça. Donc oui, il a certainement des soutiens et il ne vit pas 24 heures sur 24 dans la forêt. C'est peut-être grâce à ces soutiens que Jean-Pierre Trébert échappe à toutes les polices de France dans une cavale fertile en rebondissements. À 5 mètres du raid, il s'enfuit. Des lettres qui sèment comme le petit poussé, personne ne le retrouve. Il marche tranquillement dans les rues d'un village, alors qu'il est censé avoir je ne sais pas combien de policiers à ses trousses. Personne ne lui met la main dessus. Les gens, voilà, forcément, ça le rend sympathique. En plus, il a une amoureuse. Sur un arbre, pour donner rendez-vous, il grave un cœur. Enfin, c'est pas des initiales, c'est pas un message codé, c'est un cœur. Donc forcément, voilà, ça donne... En plus, il est romantique. L'arbre en question est ici, dans la forêt de Bonbon. Jean-Pierre Trébert y a échangé des lettres avec Blandine, une amie qui venait le voir au parloir. Mathieu Bock fait partie des nombreux journalistes qui couvrent l'affaire. C'est l'arbre vers lequel toutes les caméras vont, tous les policiers vont. Je pense quelques badauds aussi. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à être si célèbres, cet arbre. Alors apparemment, c'est ici, au pied de cet arbre, là, dans cette petite cavité. Non, il n'y a rien. Qu'auraient été déposées les lettres dans des pochettes en plastique pour les protéger de l'humidité et de la pluie. Et je pense que le but, c'était d'après de mettre le mot, recouvrir avec des feuilles, et voilà, et partir, et passer régulièrement. Jean-Pierre Trébert n'a pas déposé de courrier dans cette cachette depuis un mois. Marie-Pascale, son ex-femme, qui vit toujours dans la région, ne voit pas en Trébert le héros romantique que certains décrivent. Écoutez, cette histoire de cœur est consternante et grotesque, donc bon, pourquoi mêler son cœur à ce genre d'affaires? Je pense qu'on n'en a pas grand-chose à faire. Je pense qu'on a plutôt à s'inquiéter de savoir réellement ce qui s'est passé lors de l'homicide volontaire avec préméditation sur les personnes de Katia L'Herbier et Géraldine Giraud. Et je pense que son histoire de cœur, c'est son histoire privée. Je ne vois pas pourquoi il l'étale comme ça à la une des journaux. Elle n'a pas grand-chose à voir dans l'affaire, juste à se mêler pour... voilà, c'est tout, ça n'a rien à voir. Retour à Bréau. Les rues sont toujours désertes. Il y a quelques jours, nouvelle provocation de Jean-Pierre Trébert. Une lettre destinée à son codétenu a été postée dans le village voisin. C'est lui un peu qui mène la danse, qui donne le rythme à l'enquête et à l'histoire, parce que c'est lui qui envoie des lettres,
qui écrit soit aux journalistes, soit à ses proches, et sans réussir à se trahir en plus. L'ouverture du procès de Jean-Pierre Trébert est prévue le 19 avril prochain. Dans ses lettres, il affirme qu'il se présentera à l'audience. Paris, 15e arrondissement. C'est l'arrondissement le plus grand de la capitale, 240 000 habitants, l'équivalent d'une ville comme Bordeaux. Au commissariat du quartier, 500 policiers travaillent pour stopper la délinquance au quotidien. Le capitaine Bruno est le chef de la brigade anticriminalité, une équipe chargée d'arrêter les malfaiteurs en flagrant délit. Il vient de recevoir un appel d'un commerçant du quartier. Il se passe qu'on vient de recevoir un appel pour un individu qui vole régulièrement des bouteilles d'alcool dans un magasin. Donc le vigile l'a reconnu, il attend qu'il rentre et nous on va se mettre en surveillance à l'extérieur. Cette affaire peut paraître banale, mais l'homme est violent. Par le passé, il a déjà agressé un des vigiles du magasin. Tu me redonnes le signalement, il y a quoi, un grand rasta? Un grand rasta habillé avec un blouson blanc et noir. Les policiers sont en liaison radio permanente. Ouais, on est sur 30. Dès sa descente, le capitaine remarque un homme appuyé devant l'entrée d'un immeuble. Il correspond au signalement du suspect. Le capitaine fait semblant de ne pas le voir. On l'a pris en pleine gueule, hein. Il est dans un renfoncement, dans un hall, donc moi je peux plus apparaître. Il est à la sortie du magasin à gauche. Il attend dans un renfoncement de hall d'immeuble. C'est un de ses coéquipiers qui va continuer la filature. Il est où là? Il est après le magasin, à gauche, dans un renfoncement, donc il faut garder un œil sur lui. Quoi qu'il en soit, il paraît qu'il y a eu plusieurs dépôts de plainte, mais on est en prélim, on n'est plus en flag. C'est un rasta. Ah ouais, c'est un grand, tu peux pas le louper. Hein. Passe devant là-bas, essaye de te planquer dans un magasin, et tu vas le voir, il est dans. Optical en face, là, si c'est. Tiens, il s'en va, regarde, il est là-bas, tu le vois. Apparemment, il se dirige vers le square, hein, vers le métro Vaugirard. Steph, tu peux y aller toi au métro Vaugirard? Ouais, c'est bon, je suis. Ouais, reçu. Comme ça, si tu le vois monter, tu nous préviens. Le suspect ne se doute pas que les policiers le surveillent. Il se dirige vers un parc voisin. Il a traversé de la mairie, il arrive au niveau du square. Là, il continue tranquillement son chemin. Il a été échaudé parce qu'il m'a vu. Et je pense qu'il a entendu la radio. Mais bon, il n'est pas plus affolé que ça, donc il va peut-être aller faire quelque chose ailleurs. Pour l'instant, on le garde, on le surveille. L'individu entre dans un supermarché. Un policier se trouve déjà à l'intérieur du magasin. Ouais, je te confirme, j'ai vu sa capuche dans le gardien au fond du rayon. Ok, bah ça c'est peut-être tout bon ça. Hein. C'est quoi son mode opératoire? Il planque les bouteilles sur lui. Il a des habits assez massifs, donc il les planque sur lui, dans la ceinture, dans les poches et tout, et il passe tranquillement. 10 minutes plus tard, l'homme sort du magasin. Il se dirige en direction du capitaine Bruno. Ouais, c'est reçu, il a enlevé sa capuche, on dirait qu'il marche plus vite là. Hein? Pour ne pas se faire remarquer, le capitaine rentre dans un café. Un instant plus tard, le suspect passe à quelques mètres de lui. Il se dirige vers l'entrée du métro. Ouais, ça plonge, on y va. Pour ne pas le perdre, les policiers décident d'intervenir tout de suite. Dangereux sur vous, lâchez ça. Bonjour monsieur, c'est la police. Vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Dangereux sur vous, pas de couteau, des choses comme ça. Ouais, c'est bon, on est au contrôle. L'homme semble surpris mais se laisse faire. Les policiers trouvent 4 bouteilles d'alcool cachées dans les manches de son manteau. Dans les poches, ils font aussi une autre découverte. Là, c'est une pipe à crack, ça. Tu consommes? Ouais. T'as quelque chose sur toi? Pas de crack, rien, pas de bédo, que dalle? T'es sûr, hein? J'ai rien trouvé, hein. Tu me dis sinon. Non, on trouvera, hein. Si t'as quelque chose, tu le dis comme ça, voilà, c'est honnête. Ok, chef, ok. Fini là-bas, mets tout dans le sac. Le suspect est menotté et emmené au commissariat. Il va devoir s'expliquer devant un officier de police judiciaire. C'est un toxicomane au crack. On a retrouvé une pipette sur lui qui sert à fumer les cailloux de crack. Donc là, il doit être à cran et il a besoin absolument de voler pour se faire un tout petit peu d'argent pour sa conso de journalière. Retour au commissariat central du 15e arrondissement.
L'équipe du capitaine Bruno effectue son rapport et commence à interroger le suspect. Et tu traînes dans le 15e en général ou pas? Non. Là, je dormais dans le métro, je me suis réveillé là, et puis voilà. Mais tu viens souvent sur le 15? Non, c'est peut-être la deuxième fois. Non, c'est plus, ça fait plus. Non, franchement, Tu es connu au Nisdek là-bas, au magasin. Au Nisdek. Ah, j'étais venu 2 fois. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, tu y as déjà été. Ouais. Il y a un moment, ça. C'est quand la dernière? Non, la dernière fois, c'était il y a quelques temps. C'est récent. C'est pas bon. T'es sûr? On verra, hein, parce que le mec, il va venir. On va voir si tu reconnais. On va voir s'il te reconnaît. Il disait que t'as pas été dedans. En attendant que le commerçant arrive pour la confrontation, l'individu est mis en garde à vue. Le capitaine et son équipe repartent sur une nouvelle intervention. Cette fois, des riverains ont signalé un individu qui essaye de voler un scooter. Visiblement, il y a un jeune qui s'intéresse à les scooters, donc voilà, dans cette rue-là, on va voir. Ouais, le voilà, le mec. Bonjour monsieur, c'est la police. Bonjour. Vous pouvez vous mettre là, s'il vous plaît? Vous avez un scooter, non? Malheureusement, moi. Pourquoi malheureusement? La batterie ne va pas marcher. Ah, c'est celui qui est par terre, là? Non, mien, c'est là. Ah, d'accord, ok. Pas de batterie. Pas de batterie. Ah, bah c'est ça. Je change quelqu'un de vos câbles et me... Ah, ok. Vous avez une voiture ici? Comment? Vous avez une voiture? Ouais, mais on n'a pas de câble. On n'a pas de câble. J'ai la câble. Ah. Mais j'ai pas une voiture. Tiens, Steph, approche la voiture, s'il te plaît. Les policiers vont jouer les dépanneurs. On était venus pour vous arrêter au départ. Ben voilà. La police, c'est bon. Alors maintenant, il s'agit de pas caler. Ouais, parce qu'on revient pas. Hein. Bonne journée, bonne soirée. Le propriétaire du scooter peut rentrer chez lui. Le capitaine Bruno repart avec son équipe sur une nouvelle intervention. Il y a 2 jours, on m'a répondu, j'ai dit bonjour. Dès qu'elle a reconnu ma voix, j'ai demandé simplement des nouvelles de ma fille et dès qu'elle a reconnu ma voix, elle m'a rapproché au nez. Cela fait maintenant 4 mois que Yann n'a plus revu sa femme ni sa fille. Ma femme a décidé de tirer un trait sur tout son passé. Elle n'a pas le droit non plus de faire un trait sur le fait qu'Ameya ait un père et que c'est moi. Partis au Mexique, son pays d'origine, pour 1 mois de vacances avec leur fille Ameya, âgée de 2 ans, elle n'en est jamais revenue. Depuis, aucun signe de vie. De sa fille, il ne reste plus à Yann que quelques vidéos. Elle est partie juste au moment où elle commençait à faire des mots, plusieurs mots. Donc ça se trouve déjà dès maintenant, elle fait déjà des phrases. Donc ça c'est la dernière vidéo que j'ai en fait. C'est vrai que là, donc du coup c'était plus un bébé, c'était devenu vraiment une vraie petite fille quoi. Faut être optimiste, je vais la revoir, même si ça va pas être, c'est pas facile, il faut que je me batte et puis on va y arriver, je vais la retrouver. Mais c'est vrai que je suis en colère contre Kizi. Depuis la naissance d'Ameya, c'est Yann qui s'en occupait à plein temps. Alors que Kizi travaillait comme professeur d'espagnol dans le privé, Yann avait mis entre parenthèses son activité d'attaché commercial pour devenir père au foyer. Tous les jours, je venais avec ma fille pour qu'elle puisse rencontrer d'autres petits, qu'elle ait un lien, un contact avec d'autres enfants. Et donc je l'emmenais tous les jours, on restait 1 heure ou 2 dans le parc, on jouait. Elle était très dynamique et donc là c'est le module où on jouait tout le temps. Ça me fait un peu de la peine de venir et de voir d'autres petites filles que la mienne jouer ici, quoi. J'avais l'habitude de m'asseoir sur un banc ou jouer avec elle, ou voir comment elle réagissait avec les autres enfants.
Yann n'avait jamais imaginé se retrouver un jour dans une telle situation. L'histoire d'amour commence au Mexique il y a 11 ans. Quand ils se rencontrent, Yann a 16 ans, Kidzi 20 ans. C'est le coup de foudre. Kidzi ne tarde pas à rejoindre Yann en France. Ils se marient en 2004. Ça, c'est l'album de notre couple, hein, depuis le mariage civil en 2004 à Nantes, des moments heureux, oui. Même on avait fait un enterrement de vie de garçon ensemble. C'est des souvenirs qui sont à l'époque où tout se passait bien et il me semble qu'elle était heureuse à cette époque-là. Très amoureux, le couple décide de consolider l'union civile par un mariage religieux au Mexique, dans le village d'origine de Kidzi. La jeune femme est très croyante. Elle veut aussi que Yann rencontre sa famille. Mais c'est 2 ans plus tard, avec la naissance d'Ameya, que la relation du couple commence à se dégrader. J'avais plus ma place. C'est vrai que c'est bien d'avoir une relation fusionnelle, mais là c'était vraiment trop maman poule et moi j'étais un peu exclu de tout ça. Donc j'étais content justement le fait que ça soit moi qui la garde la journée pour pouvoir, avec la petite, avoir un lien avec elle fort quand même. Kidzi, selon Yann, est de plus en plus mal dans son couple. Elle se sent seule en France, elle déprime. Elle tente alors de convaincre Yann de recommencer une nouvelle vie au Mexique. Dans notre couple, ça se passait pas vraiment bien depuis que la naissance de la petite. Donc, j'avais pas envie de partir au Mexique et subir une rupture sur place et devoir revenir tout seul sans ma fille. Mais Kidzi ne tient plus. Elle veut absolument retourner au Mexique. Ils décident alors, tous les deux, que la mère et la fille passeront un mois de vacances à Tampico. Début juillet, Yann les conduit à l'aéroport de Nice. Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il verra sa fille. Donc ça, c'est le jour où elle est partie, en fait. J'ai envoyé une carte postale pour lui demander si le voyage s'était bien passé, si elle était bien arrivée. Je lui disais que la maison était bien vide sans eux, trop vide, voilà, que j'espérais qu'ils avaient fait un bon voyage. Et n'oublie pas, même si je suis souvent désagréable, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai, bibou. Et le plus important n'est pas ce que nous avons fait, mais ce qu'il nous reste à faire. La réponse de Kidzi est beaucoup moins tendre. Elle refuse constamment de lui montrer sa fille par webcam, même le jour de son anniversaire. Malgré ses inquiétudes, Yann ne veut pas croire à un enlèvement. Il pense qu'elle a profité de son voyage pour faire un break. Même s'il n'a plus aucune nouvelle, le 11 août, il se rend à l'aéroport pour les accueillir à leur retour. J'étais quand même tellement confiant qu'elle allait revenir que je me suis présenté à l'aéroport le jour de son retour, le 11 août. Je suis allé à l'aéroport les attendre. Et c'est vrai que j'ai attendu la sortie d'avion et j'ai vu personne. Yann rentre seul à la maison. Il commence à s'inquiéter. Le lendemain matin, le 12, elle devait rentrer le 11 et c'était le 12 août, je me suis levé et j'ai pensé à regarder ses affaires, voir si elle avait emmené les dossiers et autres. Et donc je me suis dirigé vers le bureau, là où on a tout notre classeur à dossiers. Je l'ai ouvert. Et là, j'ai sorti son dossier où elle avait toutes ses affaires. Et quand je l'ai sorti, je me suis rendu compte qu'il était vide. Il était comme ça. Donc là, je suis tombé de très haut et c'est comme ça que j'ai compris que non seulement elle était partie, mais qu'elle avait aussi prémédité avant de partir. Pour Yann, cette fois, l'évidence s'impose. Kidzi avait préparé son coup de longue date. Elle est restée au Mexique avec leur fille, sans intention de retour. Yann se rend compte qu'elle n'a pas emporté que ses papiers, mais aussi tous les objets auxquels elle tenait. Elle a aussi retiré le maximum d'argent possible sur les comptes bancaires du couple. Kidzi a réussi à cacher ses intentions à tout le monde, même à ses amis les plus proches. Séverine est la marraine d'Ameya. Avec William, son mari, il la voyait chaque semaine. Rien ne laissait présager en fait cette attitude, puisqu'en fait on s'était vu moins d'une semaine avec Kidzi et Yann. On avait fait un déjeuner ensemble et franchement, elle partait en vacances
le temps passant, plus ça va, plus je me dis qu'elle n'a pas l'air de réaliser vraiment ce qu'elle a fait et que c'est grave. Et aussi le mal qu'elle est en train de faire à sa fille en la privant de son père. Yann veut tout faire pour retrouver sa fille. Après une tentative de médiation à laquelle Kidzi n'a pas répondu, il se lance dans une bataille juridique. Ce soir, il a rendez-vous avec son avocat, Maître Méronnet. Il a décidé de demander le divorce et la garde de sa fille. Ils veulent saisir le juge aux affaires familiales. Ce qu'on demande, c'est, compte tenu de l'attitude qu'elle a eue, parce que l'intérêt de l'enfant le commande et à titre de sanction, on demande que M. Eas donc, ait l'autorité parentale à titre exclusif et la résidence habituelle de l'enfant chez lui. Paris, ministère des Affaires étrangères. Yann a obtenu un rendez-vous avec le responsable en charge des enlèvements parentaux. Pour nous, en tout cas je considère, j'ai la responsabilité de cette sous-direction, je considère qu'il est indispensable que nous demandions à notre consulat de travailler également, parallèlement, au service mexicain. Un consulat n'a pas le droit de rentrer dans le domicile d'une famille mexicaine. Par contre, un consulat a le droit de s'enquérir de la santé et la sécurité d'un enfant mineur français. Donc c'est un peu sur cette base-là aussi que notre consulat peut intervenir. Et je vous le dis tout de suite, Monsieur Eas, préparez-vous à non pas un 60 mètres, même pas une course de fond, mais un vrai marathon. Ça va être long. Ça va être long. Le cas de Yann n'est pas un cas isolé. 300 dossiers sont actuellement en cours. Ce type d'affaire est très complexe, parce qu'elle se heurte aussi aux réalités locales. Monsieur Eas a-t-il fait tout ce qu'il fallait? À cette question, je réponds oui. Va-t-il rapidement retrouver sa fille? À cette question, il n'y a pas de réponse. Si ce n'est que nous allons tout mettre en œuvre pour l'aider à réaliser cet objectif, toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est notre principale préoccupation. Si ça, trop d'années passent, elle ne me reconnaîtra pas, elle ne saura pas qui je suis, ça risque d'être difficile. Les premiers souvenirs d'un enfant, je ne sais pas si avant 2 ans, ils en ont vraiment... Donc je me dis, ouais, peut-être qu'elle m'oubliera.